La carte de Piri Reis. Alors, la carte de Piri Reis, ça aussi c'est un phénomène, mais il en parle plus tard dans le livre, là, les pages suivantes, qu'il y avait beaucoup de cartes, en fait, qui se faisaient avec des sites un peu imaginaires. On dessinait aussi des territoires qui n'étaient pas forcément réels, ou qu'on supposait être, mais sans l'avoir vérifié concrètement. Et donc il y avait beaucoup comme ça sur les cartes anciennes des territoires un petit peu mythiques. Mythique jusqu'à un certain point, parce que bon, là on est dans la carte de la terre de la Reine Maude, qui donc est l'autre nom pour indiquer le territoire de l'Antarctique. Et donc là, sur cette carte, cette terre apparaît sans la glace qui la recouvre. Et cette période sans glace concerne une époque d'il y a 6000 ans, à partir de maintenant. Alors, comment Piri Reis, cet amiral turc, aurait pu avoir des informations pour faire une telle carte? Ça n'est pas un canular. La carte a été retrouvée en 1929 dans la bibliothèque de l'ancien palais impérial de Constantinople, qui allait devenir musée. Et l'Antarctique sans la glace est décrite en plus de la côte brésilienne, la Patagonie et la Terre de Feu. Autre chose, c'est que la découverte de l'Antarctique arrive en 1818 et la découverte de l'existence d'un continent sous la glace en 1949 seulement, c'est-à-dire après la guerre mondiale. Ça pose vraiment une grosse question sur la vision conventionnelle de notre histoire. Et donc il va falloir arrêter de croire que nous sommes les seuls grands vizirs de la connaissance, n'est-ce pas? Que sans doute d'autres civilisations avant nous ont eu des connaissances supérieures aux nôtres. Alors il se peut qu'à travers les civilisations, ces cartes aient traversé les siècles, ce qui serait le cas donc de cet amiral. Il faut savoir aussi que les savoirs ottomans à l'époque étaient au top de leur forme, puisque les Ottomans régnaient sur l'Afrique et toute la Méditerranée. Et ils construisaient des palais, ils avaient une culture rayonnante et ils étaient héritiers des très des très bons géographes musulmans qui dès le 8e siècle ont développé des sciences, la géométrie, les mathématiques, l'astrologie, la médecine, et donc qui avaient une culture extrêmement florissante. On a un monsieur Charles Hapgood, dont parle aussi la chaîne Planète Raw. Je vous mets le lien, ainsi que donc Nora de Nurea TV qui parle aussi de cette carte. Ce monsieur, il a été repris aussi, ses recherches ont été reprises par Graham Hancock, dont je parle après. Et il a écrit un livre sur le mouvement de l'écorce terrestre qui confirme tout à fait la carte de Piri Reis, les données de cette carte. Albert Einstein fait une préface de ce livre. Et donc tout ça nous mène à des super civilisations antarctiques qui auraient disparu. Dans la thématique justement des civilisations nordiques qui auraient été des civilisations très avancées. Et là, on a plusieurs personnages. Il y a aussi Graham Hancock, en plus de Jürgen Spalding, dont je vous ai mis un petit encart quand Oleg de Normandie donc présentait sa théorie sur les Celtes. Mais là, bon, Hancock, il désigne comme preuve justement supplémentaire les structures apparemment mégalithiques submergées du monde entier, y compris la route de Biarritz, donc ça je voulais me présenter, et les ruines de Yonaguni aussi, et les formations donc au large de l'Inde, là on verra plus tard, et donc qu'il y aurait une civilisation globale avancée, donc ça c'est intéressant, ça rejoint évidemment ce que dit l'Indien Ours Blanc sur la Lémurie et l'Atlantide, qui se sont évidemment côtoyés.
Et donc qui du coup ça étendrait le territoire aussi bien du côté pacifique que atlantique. La plupart des preuves avaient été englouties par la montée des eaux et voilà. Donc le centre ou le berceau de cette civilisation était probablement l'Antarctique du coup, à cause des mouvements donc de plaques. Et donc du coup il y avait une latitude tempérée ou tropicale. Voilà. Alors les archéologues c'est un vrai panier de crabes. Hein. Là bon ils détaillent là comment justement les égyptologues, les paléo-astronomes, les géologues, les hommes de science écartent les théories de Hancock comme fallacieuses. Bon voilà, donc c'est toujours la querelle. Bon alors il y a une histoire avec évidemment Orion, hein, au niveau de l'alignement cosmique. Bon voilà, et du coup ben, vous avez aussi Jacques Grimaud qui parle de ça. Hein, il y a un très bon film là-dessus sur les alignements et puis tout ce que ces pyramides représenteraient. Voilà. Alors on arrive sur l'océan Indien. Sunderland, donc là on a affaire à Alfred Wallace. Il a observé qu'en fait que donc au niveau de la zone de la Malaisie, il y a des différences en fait donc d'occupation au niveau de la flore et de la faune. Et donc il y aurait une ligne qu'il a donc élaborée et on l'appelle d'ailleurs actuellement la ligne Wallace. Voilà. Et du coup, ça viendrait expliquer qu'il y aurait eu peut-être des bandes de terre qui permettaient aux animaux et aux plantes de coloniser des nouvelles zones séparées de nos jours par les eaux. Voilà. Donc, le plateau de la Sonde, donc là, c'est où se trouvent actuellement les îles éparpillées et les péninsules de l'Asie du Sud-Est. Il existait autrefois un vaste bloc continental contigu, le Sunderland, pays de la Sonde. Voilà. Bon, je vais pas parler de tout, hein. Voilà, là on est en Asie du Sud. Le Sunderland a-t-il pu être l'Atlantide? Bon, ben voilà, il y a encore Platon qui reparle et donc on retombe sur Platon. Les éléphants aussi, le climat, la question du climat, et puis la technologie, les ressources, et puis après la fin du Sunderland. Donc voilà. À cause de l'éruption titanesque d'un volcan préhistorique similaire au Krakatoa qui aurait détruit ce plateau et sa civilisation de l'âge de pierre. Voilà. Et il aurait recouvert donc de lave les alentours et enfoui la plupart de ce territoire sous une épaisse couche de cendres, provoqué d'énormes tsunamis et tremblements de terre dévastateurs. Alors là, comment j'ai pu rater ça? C'est au Tamil Nadu. Bon, j'y allais pas pour m'amuser et visiter. Bon, voilà. En Inde, sud de l'Inde, Kumari Kandam. Alors ça aussi, c'est un territoire magique, on va dire. La patrie des Tamouls, les vestiges découverts. Et donc, comme le Sunderland, durant la dernière glaciation, une bonne partie du plateau indien, maintenant sous les eaux, était de la terre ferme. Regardez comme c'est beau cette architecture, c'est absolument sublime. Donc, Madurai, voilà. Donc là, on y est. On est là, quoi. C'est magnifique, cette cité. Alors, selon la légende de Kumarikandam et l'histoire des Sangan, la Madurai actuelle, Madurai, donc, c'est une ville du Tamil Nadu, Inde. C'est l'une des plus anciennes du sud de l'Inde. Officiellement, elle est vieille d'au moins 2500 ans, mais ça serait bien plus. Et donc, selon les légendes du Sangam Tamoul, elle a été fondée par des survivants du Kumarikandam. Et donc, elle est plus connue pour son complexe de temples de Minakshi, beau à couper le souple. Ah oui, ça c'est... Vous avez vu ça? Et c'est gigantesque. Hein, voilà, et du coup, donc en fait, chacune était le site, donc c'est Madurai, chacune c'était le site de l'un des Sangan épiques
Donc c'est des lieux de rencontre des savants, des prêtres et des poètes pendant des milliers d'années au cours du Mutal Sangam, le premier, entre parenthèses, et du Idali Sangam, le deuxième. Ces deux Madurai précédentes avaient été détruites par les déluges terribles, sort qui semble plausible à la lumière des récentes découvertes quant à la fréquence des tsunamis dévastateurs dans la région, évidemment, du sud de l'Inde. Donc ça, c'est l'aspect d'une Madurai originelle telle qu'elle pouvait être avant. Magnifique, hein? C'est un palais luxuriant de collines vallonnées et de forêts verdoyantes, était d'une beauté qui incitait les poètes du Sangam à lui composer des poèmes de louanges. Voilà. Bon. Et voilà, on passe aux terres légendaires des Celtes. Bon, on en a déjà un petit peu parlé avec Oleg de Normandie. Et Oleg de Normandie s'est beaucoup inspiré de, en fait, donc de cet homme-là qui s'appelle donc Jürgen Spanhout. Jürgen Spanhout, c'était un théologien et archéologue de formation universitaire. Et il était pasteur évangélique autrichien en fait, hein, et c'était un archéologue. Voilà, et en fait il a monté une thèse sur l'Atlantide septentrionale. Voilà. Et comme il a fréquenté, je crois, le parti nazi à un moment de sa vie, alors il est très décrié quand il était jeune, hein, parti nazi. Bon voilà, mais en tout cas il a fait des recherches intéressantes du côté de la mer du Nord, avec l'île de Heligoland qui serait l'ultime terre émergée de l'Atlantide. Voilà. Et donc qu'on aurait eu aussi des populations très avancées de ce côté-ci. Mais il y a des archéologues qui confirment actuellement ces recherches, hein, comme Gisela Grecian, Alexander Hess, Hans-Peter Duer et Barry Knife. Voilà. Alors là, c'est là qu'il parle justement en Brésil, c'est là qu'il parle des cartes, des fameuses cartes qui sont faites un petit peu avec des sources mythiques hein, ou pas. Voilà. Et donc c'est pour ça là qu'on a aussi Brésil. Alors Brésil c'est en Irlande justement et ça viendrait aussi d'une carte comme ça dessinée avec des territoires un peu imaginaires. Voilà donc les essences dures et teintures d'une île d'abondance, tour et dôme, le cercle divisé, les ponts, enfin voilà. Que l'automne régnait toujours à Brésil. Voilà, donc mon Brésil était censé soit venir de l'irlandais Ui Brésil, descendant de Breazal, ancienne, je sais pas comment on dit, Brizal, ancienne tribu irlandaise, soit être une référence au Brésil ou brésilier, arbre dont on extrait la teinture rouge-orangée très rare du même nom. Voilà, c'est ainsi que le véritable Brésil s'est acquis son nom. Et donc elle était aussi assimilée à d'autres îles fantômes comme l'île Fortunée, l'île des Bienheureux, l'île de Saint-Brendan, d'après le légendaire moine Brendan qui l'avait visité pendant son voyage transatlantique, et l'île des Saints et l'île délicieuse. Voilà, bon ben les fées. Alors, autre monde perdu. Alors là, c'est du chaud là. Ça y est, on arrive donc sur les autres mondes perdus et là, on tombe sur le Tibet. Bon, c'est dommage, les cartes sont toujours pareilles. Ça, c'est la grosse critique que je ferai. Il n'y a pas les cartes associées à ce qu'il dit, quoi. C'est dommage, je mets toujours la même carte. Puis c'est des cartes de maintenant, quoi. Vous voyez. Alors, Shambhala et Shangri-La. Alors là, c'est du big. On arrive dans le gros programme, là. Alors Shambhala, on le trouve à toutes les sauces. Toutes les sauces. C'est un territoire que tout le monde recherche, aussi bien chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes. C'est aussi un mythe indo-bouddhiste. C'est un monde qui aurait reçu les rescapés de la Lémurie, comme Télos. Magnifique vidéo audio sur Télos que je vous recommande, que je vous mets en lien.
Et il y a aussi les théories New Age de Alice Bailey. Ça aussi, c'est un phénomène, Alice Bailey. Hein. C'est tout aussi phénoménal que, on va dire, presque Elena Blavatsky. Puis aussi Sanat Kumara, qui serait le chef donc, de ce monde. Donc le roi avec ses 140 000 âmes de la planète Vénus, venu sur Terre pour maintenir la lumière. Et ce serait un monde souterrain qui jouerait aussi bien un rôle positif que négatif et qui est associé à Agartha, un autre monde souterrain. Bon, alors on a qui disent que Agartha serait négatif, Shambhala positif, enfin j'en sais rien. Shangri-La, Shambhala, c'est la même. Voilà, la quête de Shambhala, alors là, ça c'est énorme parce qu'il se passe beaucoup de choses. Bon. Oui, Agartha, bon après il y a les nazis qui s'y mettent parce que là on arrive sur des sujets post-guerre mondiale et avant-guerre mondiale. Bon, alors, Shambhala, la quête de Shambhala, eh bien il y a un personnage qui est absolument génial avec Shambhala, c'est Nicolas Roerich. Vous avez là une très belle représentation tibétaine qui montre le paradis de Shambhala. Bon là ce sont des mandalas, hein, des mandalas tibétains, qui sont des mandalas très architecturaux. Et en fait ce fameux Nicolas Roerich, il a marqué le monde entier en fait hein, avec ses recherches et puis ses magnifiques peintures. Vous avez un magnifique, on va dire 200 pages, ça fait à peu près, par Vincenzo Picciuneri. C'est un PDF de 205 pages et qui inclut des peintures. Il a été écrit en 2011 et c'est la mission de Nicolas Roerich en Asie et à Shambhala. Alors, on aurait 3 portes pour entrer à Shambhala. La porte de la raison, la porte de la volonté, la porte de la dualité. Et quand l'initié il est passé par ces 3 portes, eh bien, il se trouve face à face avec le mystère des relations entre évolution de vie, mouvement de l'être, schéma planétaire, etc. Et il trouve l'unité isolée caractérisant Sanat Kumara. Voilà. Alors Nicolas Roerich, qui est Nicolas Roerich? Nicolas Roerich, il est né le 27 septembre 1874 à Saint-Pétersbourg. Il est d'une famille aisée, son père était avocat. Et il est mort le 13 décembre 1947 à Nagar dans l'Himachal Pradesh en Inde. Et oui, il n'est pas mort du tout à Saint-Pétersbourg. Il a été donc théosophe avec sa femme Elena Roerich. Ils ont fait une expédition de 5 ans en Asie. Je vous dis pas l'expédition, hein, ils n'utilisaient pas les hélicoptères ni les 4x4. Hein. Fallait être vraiment solide. Et il leur est arrivé plein d'aventures. Alors, on a une carte là. Donc, ils traversent le Pendjab, le Ladakh, les montagnes de... Je sais pas ce que j'ai mis, Karakoram, les montagnes de l'Altaï, l'Oriot en Mongolie, le Gobi central, la mer de Gobi, c'est tout un truc, où il y a des événements bizarres, pour atterrir au Tibet, où ils sont attaqués et arrêtés pendant 5 mois, bloqués dans un bivouac de fortune en dessous de 0 degré, avec de maigres rations. Il y a 5 hommes qui meurent dans le groupe à ce moment-là. Enfin bon, il leur arrive plein d'aventures. Et en Inde, ils fondent un centre de recherche archéologique, The Himalayan Research Institute, en 1928. Il reçoit le prix Nobel de la paix à Paris en 1929. Ben, il peut, hein, parce qu'avec ce qui lui est arrivé. Et donc, par contre, il a eu des problèmes avec les autorités politiques. Je vous en cite une rapidement. En 1929, il y a eu la crise financière, hein, 1929. Le musée Roerich, il était en difficulté. Donc, il y avait un projet de construction en 1932. Et ça a été mis à mal par les banquiers, évidemment, puisqu'ils étaient... il y a eu un gros choc là avec la crise boursière. Et donc, entre-temps, il est parti en 1935 en Mandchourie, son expédition, et parrainé par le ministère de l'Agriculture, qui était donc parrainé par Henry Wallace, secrétaire américain du ministère de l'Agriculture. Le prétexte était pour rechercher des herbes et des graines dans la région de Gobi
projet humanitaire de développement. Mais c'était aussi réel parce que Nicolas Rich était quand même quelqu'un de très humaniste. Alors, il y a eu des intrigues liées au changement politique et des problèmes d'expansion de la Russie au Japon, Chine et Grande-Bretagne. Et ils n'étaient pas tous d'accord, hein, ces pays-là. Et donc, du coup, il y a eu des jeux d'espionnage et de fausses pistes. Donc, il y a le nazisme qui est monté, le stalinisme qui était en pleine montée, et la Deuxième Guerre mondiale couvée. Alors, du coup, comme il y a eu cette crise boursière et que Wallace, du coup, qui n'était pas très net en fait, Henry Wallace, sur accusation de fraude fiscale, il a empêché le retour de Rich aux USA. Et donc, il y a un des fondateurs du musée Rich, je ne sais plus comment il s'appelle, le prénom Horch, H-O-R-C-H, il s'associe secrètement à Wallace pour récupérer carrément des fonds du musée, après avoir expulsé Nicolas Rich du CA. Et donc, pour préserver leur patrimoine financier suite à l'effondrement de la bourse. Alors, ils ont utilisé des faux documents pour acquérir les œuvres de Nicolas Rich. Enfin, bon, tout un truc. Destruction des archives. Il y a eu 1006 peintures de détruites, volées, enfin, qui sont parties en fumée. Et même que l'épouse de Franklin Roosevelt, donc à l'époque le président, elle a essayé de le défendre, mais en vain. Et par contre, ça se finit bien en 1940, jugement en faveur de Horch, non, pardon, ça c'est mal fini, qui a vendu tous les tableaux. Alors, le monsieur Horch. Par contre, le développement du macartisme, c'est là que ça se finit bien, utilisera ensuite les correspondances personnelles de Wallace et de Rich, et là ils vont voir qu'il y a eu un gros lapin, on va dire, hein, une grosse trahison pour empêcher l'élection de Wallace à la présidence. Et du coup, Wallace, il est évincé du système. Mais Nicolas Rich, il ne reviendra pas aux USA, il restera en Inde jusqu'à sa mort en 1947. Voilà, quelle histoire. Donc, il y a donc trois grands auteurs ésotéristes et auteurs ES, c'est-à-dire femmes, théosophes, qui ont délivré les enseignements de 3 maîtres. Et là, je vous assure que j'ai pas fait exprès. Quand j'ai commencé par la canalisation de El Morya, et ben nous y revenons à El Morya. Et là, donc, vous avez 3 maîtres qui sont canalisés par Elena Blavatsky. Elle canalisera les enseignements de maître Kout Humi. Vous avez Elena Rich qui va canaliser les enseignements de maître Morya. Nous y voilà. Et vous aurez Alice Bailey qui va canaliser les informations de maître Joal Cool. Voilà. Donc c'est géant. Alors, El Morya, il donne aussi toutes sortes de conseils pour l'humanité. Hein. Je vous laisse une petite fiche où on a un petit peu sa généalogie d'humains. Il y a un livre aussi par rapport à cette période-là, très riche en recherches ésotériques. C'est le fameux livre donc de Bertie Spalding, La vie des maîtres. Alors ce livre, il m'a carrément traumatisé, je dirais, mais dans le bon sens, hein, il m'a marqué. J'avais une vingtaine d'années quand je l'ai lu, et je l'ai racheté récemment pour le relire d'ailleurs, parce que je voulais la version bien dorée, avec la couverture dorée, pas comme la couverture de maintenant qui est bon, pas aussi bien pour moi, je trouve, chez Robert Laffont. Et donc c'est un voyageur qui raconte des rencontres du 3e type, hein, parce que ces maîtres-là peuvent se matérialiser sous nos yeux, mais si nous sommes assez évolués, comment on va dire, spirituellement, si on a largué nos souffrances, nos blessures, si on n'a plus ce côté vindicatif et guerrier, et donc on peut acquérir et accéder à ces mondes-là qui sont des mondes en fait dans une autre dimension, voilà.
Et donc dans ce PDF là de 200 pages, de l'italien Piccionieri, et ben il est raconté qu'évidemment on peut accéder à ces mondes-là si on a effectivement atteint ces niveaux de conscience modifiés et faire ces rencontres donc de ces fameux êtres très particuliers qui dégagent une énergie phénoménale et qui ne peuvent pas être dans le monde lambda. Et par exemple, on ne peut pas les trouver dans une foule parce que dans une foule, ça serait trop, dérangeant, quoi, au niveau énergétique. Donc, bon, voilà, c'est très intéressant ce qui se raconte. Donc, on passe à la suite. Et à la suite, voilà, ça c'est un autre explorateur aussi, mais polonais. Puis alors, pour trouver des choses sur lui, c'est tout en polonais, donc je fais une impasse. C'est Ferdinand Oszendowski, voilà, écrivain, explorateur et ésotériste polonais. Pareil, il a traversé, son pays en fuite parce qu'évidemment, il était recherché par... il vivait en Russie, donc c'était un opposant en fait au pouvoir russe. Donc il était recherché et du coup comme il a pris la fuite, il est allé vers la Mongolie et du coup il est retombé sur les mêmes territoires un peu que Rurich. Enfin voilà, lui aussi il a une histoire particulière. Bon voilà, je raconte pas parce qu'on peut pas parler de tout. Et là on arrive à la Terre creuse. La Terre creuse. Alors la Terre creuse c'est un sacré truc. Et la Terre creuse, vous avez un dossier très complet de Anton Parks qui a écrit un dossier sur les mondes creux. Et là, ça remonte à des époques très anciennes en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les explorateurs qui font des rencontres du troisième type, il n'y en a pas qu'au XXe siècle et au XIXe siècle et au XXIe. Il y en a aussi à des moments bien plus anciens. Voilà, donc vous regarderez, c'est passionnant parce qu'on a des histoires de navigateurs qui tombent dans des mondes différents. Enfin voilà, donc il n'y a pas que les avions qui nous y mènent. Voilà, alors il y a dans ce livre un manque terrible sur un personnage militaire et une histoire de contact particulier. Moi, je peux pas m'empêcher de parler de qui? De l'amiral Byrd. Alors l'amiral Byrd, vous avez un très bel audio, toujours sur Nuera TV. Je suis fort désolée, mais c'est comme ça. Donc cet audio de Nora, pareil, qui est lu par Nora, bon, il a été aussi lu et commenté par Jean-Michel Raoux, qui vous fait des commentaires pour les croyances qu'on a là-dessus. Voilà. Alors moi j'ai ça, vous voyez, l'épaule, voilà. Quand j'étais toute petite, toute jeunette, j'avais ce livre. Bon, j'ai encore la couverture dessus, c'est pas trop joli la couverture, j'ai enlevé la couverture. Ça brille avec la caméra. Voilà, hop. Voilà, c'est Time Life qui fait ça. Voilà, bon c'est vieux, mais bon, c'est des livres, on va dire, fétiches un peu. Et donc nous avons qui? Voilà l'amiral Byrd, regardez comme il est beau, l'amiral. Bon là il est âgé et c'est lors de un de ses derniers voyages au pôle Nord où il faisait aussi le pôle Sud. Voilà, là on le voit dans sa cahute là. Voilà. Voilà. Alors bon, lui, c'est une sacrée histoire. Explorateur, aviateur pour l'armée américaine, il laisse à sa mort un carnet de voyage tenu secret à sa famille. Et donc, on est en 47, juste après la guerre, 39-45. C'est très important de le noter. Il y a la rencontre d'un autre, c'est une rencontre d'un autre type, donc en explorant le pôle Nord, l'avion il perd le contrôle, il survole des paysages inhabituels, des prairies vertes, des mammouths, une température de 23 degrés, bon, des engins spatiaux les approchent et il y a le logo d'une croix gammée dans l'autre sens, pas le même sens que les nazis, mais il y a quand même une croix gammée sur les avions. Bon, ce qui nous ramène à quel territoire? Je vous le dirai après.
Bon, alors ils sont escortés dans une ville magnifique, accueillis par des êtres blonds, type arien, hop, très grands, et l'un d'entre eux l'invite pour discuter et le charge d'une mission, intercéder en faveur de l'arrêt des missiles nucléaires que les humains terriens ne maîtrisent pas du tout. Risque, c'est créer des dégâts très importants dans le cosmos. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux Atlantes qui avaient balancé donc des bombes nucléaires pour tuer les animaux féroces. Et que quand même ça a fait des sacrées déflagrations et que ça a modifié les pôles, enfin bon. Et ça va au-delà de la planète, hein, ça se répercute sur les autres planètes aussi. Donc c'est un détail soulevé lors de tous les contacts avec les humanoïdes terriens. À chaque fois qu'il y a un contact avec un autre humanoïde, c'est... Voilà. Et donc les rencontres de troisième type, c'est un sujet phare en UFO, ce problème du nucléaire. Par exemple, on l'a avec les humos, qui est très bien décrit par Stone Garden Teapot. Là aussi, il y a des vidéos. Les humanoïdes qui nous contactent depuis plusieurs décennies, donc ces humos. Alors là, c'est un sujet gigantesque. Et donc, il a écrit Humo, l'effet Quetzalcoatl. Je ne sais pas comment on dit. Et en 47, on est à l'après-guerre, faut pas oublier. Hein. Donc, il y a le procès avec les nazis, il y a les procès avec des nazis, le symbole de la croix gammée, même dans un autre sens, ça fait quand même tâche hein, auprès des autorités américaines. Et donc, l'amiral Byrd, il est très sérieusement interviewé par les autorités. On lui fait des examens pour voir si son état mental est correct. Hein, je ne vous dis pas l'humiliation pour un amiral. Et on lui ordonne de tenir secret le machin, les données qu'il a écrites, etc. Voilà, donc ça a été très chaud. Et le nom du peuple qu'il indique, c'est le royaume de l'Agartha. L'hyperborée, ça nous amène aux Ariens et ça nous amène aux nazis. Bon, l'hyperborée, on parle aussi du dieu Apollon qui viendrait 6 mois sur 12 dans cette région parce qu'il amène le soleil, etc., puisque c'est le dieu solaire. L'hyperborée aussi a suscité des associations bien plus obscures. Donc, fin du XVIIe, l'homme de science suédois Olof Rudbeck, grand nationaliste, avait assimilé l'hyperborée, l'ancienne Scandinavie, à l'Atlantide et l'avait présentée comme la demeure d'origine de la civilisation. Cette association a été reprise par Adam Blavatsky qui a introduit l'hyperborée dans sa théorie des races souches, voire pages 84 et 85. Voilà, donc à partir d'un certain moment du livre, on n'arrête pas de reculer. Voilà, mais c'est pas mal. Et donc les nationalistes allemands qui s'étaient mis en quête de base pseudo-historique pour leur philosophie de supériorité raciale, et l'hyperborée avait été identifiée comme étant la patrie d'origine des peuples ariens, utopie où les fiers guerriers nordiques vivaient dans une extase proto-fasciste avant que leur monde ne soit corrompu par les races à peau foncée du Sud. Donc dans cette mythologie fasciste, l'hyperborée était censée avoir subi des cataclysmes analogues à ceux arrivés à l'Atlantide qui l'avaient brisée en plusieurs îles, dont Thulé. Et voilà Thulé. On y arrive. Donc, pour revenir aux nazis, donc là, ça va être un peu long pour les nazis, hein, mais c'est pas grave. Nazis et Shambhala, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, donc ça, ce sont des hauts gradés nazis. Ils envoient des explorateurs au Tibet pour retrouver les traces en 1930, 1934 et 35 et 1938 et 39. Donc ils sont motivés les mecs. Hein. Donc à la Seconde Guerre mondiale, on change vraiment d'époque. Parce qu'on change nos perceptions avec les progrès technologiques aussi. Alors dans les programmes spatiaux et aériens, et ils sont très détaillés par un monsieur que je vous invite à aller regarder. Même si vous parlez un tout petit peu anglais, allez regarder parce que là, ça défrise. Je vous assure que ça défrise. Donc, Michael E. Sala, qui est donc présenté aussi par Marc Vallée. Et Marc Vallée, c'est l'éditeur de
des éditions Ariane au Québec. Et Marc Vallée, il nous fait plein de cadeaux informatifs parce que c'est une édition un peu comme l'édition Atlante d'ailleurs en France, créée par Christelle Séval. Mais là, c'est le côté canadien et en fait, il y a de l'ufologie, il y a de l'histoire ancienne alternative, et il y a beaucoup de témoignages sur justement toutes les magouilles exopolitiques. Alors, exopolitique, c'est exo, oui, c'est exo, c'est hors terre. Et effectivement, les accords secrets entre les élites dirigeantes de la Terre et d'autres élites qui ne seraient pas que terriennes. Et je fais que terrienne, pourquoi? Parce qu'il y a l'intra-terre dans l'histoire. Donc, les programmes spatiaux et aériens, qui sont très détaillés par Michael Eusala. Et puis on a aussi des infos qu'on n'avait pas dans le monde franco-européen. Donc ces éditions Ariane, c'était aussi un de leurs objectifs, c'était de sensibiliser les Français, en tout cas les francophones côté européen, parce que nous on était un peu à la traîne pour avoir ces données-là. Surtout pour quand on ne parle pas l'anglais. Alors, il y a 3 livres de Michael Eusala, qui est donc un des fondateurs de l'exopolitique. Il y a 3 tomes. Le premier tome, il concerne les Nordiques, 2017. Le deuxième, c'est l'histoire cachée de l'Antarctique, en 2018. Et le troisième, c'est l'émergence du dragon rouge. Et là, c'est la Chine. Il est sorti en 2020. Donc voilà, donc c'est assez récent. Vous aurez des détails succulents à découvrir. Vous voyez que le cas de l'Atlantide et autres territoires disparus nous amène très loin. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi pour donner un éclairage sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Oui, parce qu'actuellement, ce qu'on vit, c'est pas qu'une histoire d'événements, on va dire, de problèmes sanitaires mondiaux. Non, ça va bien plus loin que ça. Donc tous ces programmes d'exopolitique, ils sont enfin des programmes qui se répètent depuis des millénaires. Vous avez bien vu, destruction, et puis renaissance d'une civilisation, montée vers un point culminant d'évolution de conscience, etc. Et puis après, pof, retomber, redestruction, et ainsi de suite. Donc c'est bien pour ça que l'Atlantide n'est pas qu'un sujet olé olé. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on est en train de se casser le nez bien comme il faut. Peu importe qu'il y ait un virus, peu importe que ce soit des cataclysmes, peu importe, de toute façon ce sont des destructions. Voilà. Et ça nous fait découvrir qui nous avons été sur cette planète. Et qui nous sommes, et peut-être même sur d'autres planètes, et ce qu'il se passe entre nous réellement. Car il y a des démarches qui ne sont pas très humanistes et aimantes pour que tout le monde vive harmonieusement sur cette planète, n'est-ce pas? Bon. Alors, donc avec Hitler, on arrive à l'ufologie, puisqu'à grands pas, parce que à cause aussi du nucléaire, donc qui menace l'équilibre du cosmos. Et donc il y a plein de gens qui se mettent à parler, il y a plein de gens qui se mettent à publier des choses sur ce domaine, et beaucoup de militaires qui parlent aussi. Et ça, vous pouvez voir sur Nuara TV, il y a pas mal de données, et sur d'autres chaînes aussi. Il y a autant de données en histoire alternative qu'avec nos rapports avec des populations exogènes, donc les gens qui sont contactés, ou l'intraterre aussi, parce qu'il y a aussi des contacts avec l'intraterre, comme Shambhala, n'est-ce pas? Et par exemple les Agarsiens, l'expérience de l'amiral Byrd. Donc problème de la Terre creuse aussi. On a une très belle vidéo aussi de Elisabeth de Caligny qui parle pendant 3 heures de Credo Mutwa. Alors là c'est le côté africain. Credo Mutwa est mort récemment, mais Credo Mutwa c'était un médium africain qui a été contacté, qui a même été abducté. Abducté, c'est enlèvement par des populations exogènes, et on lui a fait des expériences qui étaient assez pas cool. Expérience génétique, expérience de gènes, expérience de voir pour la manipulation de la génétique, etc.
et les gènes. Bon voilà, parce que le génome humain est très intéressant, hein. C'est un génome particulier, enfin voilà. On a des révélations du coup sur tout ce qui est lié aux politiques, au pétrole, aux finances et aux agences de renseignement, CIA, FBI, NSA, qui ont toujours une influence incalculable. Le ministre de la Défense du Canada en 2017, Paul Hellyer, parle de tout ça. Alors il a été très critiqué parce qu'il parle de la cabale, mais c'est la cabale avec un C. C'est une caste élitiste qui s'appelle la cabale aussi, mais c'est pas la cabale avec un K. D'accord ? Donc on a toujours le côté sombre et le côté éveillé, hein, voyez. Alors la technologie nazie, ils ont essayé de maîtriser la propulsion antigravitationnelle. Et donc ils étaient en contact avec des populations exogènes, comme certains, et on ne sait pas trop lesquels, mais si c'était des êtres favorables ou pas, on ne sait pas trop. En tout cas, ils ont été en contact avec une très très jolie femme qui s'appelait Maria Orsic, dont je vous ai mis un lien, très joli, qui a créé la société du Vril. Et cette société du Vril, donc dans le livre de Michael Salla, Les Nordiques, eh bien, il en parle, programmes spatiaux et alliances extraterrestres. Et alors, elle a créé une société secrète, on va dire, médium extrêmement doué, et pour communiquer à distance avec les populations exogènes qui avaient la possibilité de lui donner des informations technologiques, donc c'était un groupe de femmes, hein, c'était très féminin comme organisation, et elle se laissait pousser les cheveux très 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 longs, parce que elle concevait que se laisser pousser les cheveux, ça donnait encore plus de connexion au monde des autres réalités. Intéressant. Donc par canalisation, elle aurait reçu des informations technologiques, et c'est comme ça que donc les nazis auraient créé certaines soucoupes volantes, comme celle qu'on voit là. Eh ben on l'a échappé belle, hein. Donc voilà. Donc il y a aussi par rapport aux abductions, il y a aussi Dolores Cannon, hein, donc j'ai pas parlé, hein, mais elle a fait un très grand boulot. En plus elle était mariée justement à un militaire, donc elle s'est retrouvée très vite à faire de l'hypnose pour justement soigner. Puis en fait ça a glissé vers des données qui étaient donc des canalisations avec des extraterrestres aussi, au-delà des abductions. Et c'est elle qui a écrit La vague des volontaires. On a aussi Guillaume Delage qui a écrit Le choix Atlante. Vous verrez son site, il y a des données très intéressantes, et vous avez des scientifiques comme Philippe Guillemant qui parlent du problème du transhumanisme, du défi de refuser le traçage numérique, parce que tout ça est bien entendu lié à certains contrats qui ont été signés avec ces fameuses populations qui ne sont pas des humains terriens, même si certains sont humanoïdes, plus ou moins. Bon, ça je vous en parle pas en détail, c'est pas le sujet du livre, mais bon voilà, parce que là on arrive quand même à la problématique de l'Atlantide et du New Age. Alors j'ai pas parlé d'Alice Bailey, mais Alice Bailey c'est intéressant aussi. L'Atlantide et l'environnement, regardez, vous voulez qu'on arrive à un monde comme ça, hein, les vaccins avec des informations qui passent sous la peau, les cartes les passe-codes, les machins, les scies, les déluges qui se multiplient, ou les incendies. Ouais, on y est là, pas loin. Donc voilà, donc je pense que il ne faut pas lâcher une partie de nous qui est extrêmement belle, vibrante, et qui n'attend que ça, de retrouver son pouvoir d'hyperlucidité, son pouvoir de pouvoir transformer la matière par la beauté, d'avoir de l'énergie libre, parce que je vous signale que notre corps, c'est un formidable réservoir d'énergie atomique. Il y a des travaux là-dessus. Est-ce que vous avez regardé Thrive 2 et Thrive 1,
créé par Kimberly et Foster Gamble. Voilà, ils ont sillonné le monde pour trouver des nouveaux types d'énergie suite aux recherches de Nikola Tesla. Eh bien, ces types d'énergie-là sont parfaitement opérationnelles, mais c'est juste qu'elles ne sont pas diffusées et démocratisées. Pourquoi? Parce que nous avons ces fameuses élites dirigeantes qui veulent continuer à gagner beaucoup d'argent et qui ne voient que le système monétaire matérialiste pour vivre sur Terre, alors qu'il y a d'autres moyens pour vivre sur Terre que les échanges d'argent et de conquérir le bonheur par l'argent. Voilà. Alors, donc on pourrait faire même marcher nos propres voitures avec nos corps, mais on a oublié qui on était, on a oublié ce qu'on a été. Et on a été privé de nos potentiels, mais nos 12 brins d'ADN, où sont-ils, voyez? Donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus en ce moment pour retrouver ces fameux brins d'ADN, et c'est sans doute pour ça que l'autre partie d'une certaine frange de population ne veut pas perdre son pouvoir et veut mettre la main sur la majorité des humains qui sont sur Terre pour garder un pouvoir qui n'est que basé sur le matériel. Bon voilà, je viens de me répéter, mais c'est un leurre, c'est un leurre, c'est un leurre. Donc c'est très bien, en ce moment il y a plein de nouveaux mouvements qui se construisent, indépendants, et donc je pense que c'est ce qu'on a à faire, sincèrement. Voilà, donc là je passe à la fin du livre, c'est Eldorado, la cité d'or, perdue. Voilà, donc là il y a eu tout un délire, mais là on y est, dans ce que je viens de dire, c'est la même chose, on reproduit toujours les mêmes bêtises, vous voyez. La quête de l'or, alors c'était dans la tête quoi, mais en fait on produit ce qu'on pense. Alors les mecs là, ils étaient persuadés qu'il y avait de l'or, hein, et malgré que bon, on leur montrait que non, mais que c'était pas vraiment ça qu'il fallait chercher, mais bon. Ils ont même fait, donc là c'est le lac Guatavita, donc le probable point de départ de la légende d'Eldorado. Plusieurs tentatives pour le vider et récupérer ces trésors ont été faites sans succès, heureusement. Bon voilà, ils avaient même fait une brèche là, mais bon voilà, ça n'a pas été efficace. Hein. Donc il aurait été donc formé par une météorite qui avait chuté, et donc du coup ils ont tenté de faire vider le lac. Enfin bon, c'était une obsession quoi. Alors, vous avez un très beau film, hein, Aguirre, la colère de Dieu, hein, avec Klaus Kinski, hein, le film de Werner Herzog. Bon, voilà, il parle de ça. Pareil, les 7 cités d'or, là, on est chez les Indiens Pueblo, voilà. Donc, pareil, hein, et puis ces populations-là, elles ont vachement souffert de ces croyances-là pour la recherche de l'or, quoi. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Et le royaume de Prêtre-Jean, alors ça, c'est encore une histoire. Il y aurait eu un prêtre-Jean qui était capable donc de matérialiser un lieu qui était paradisiaque. Je ne sais plus l'histoire, mais bon, monarque chrétien légendaire qui régnait sur un royaume fabuleux censé se trouver quelque part sur les vastes étendues de l'Asie ou de l'Afrique. Et donc les monarques médiévaux, ils avaient tenté de nouer des alliances avec lui, et les explorateurs sont allés jusqu'aux confins du monde pour le trouver. Voilà, le miroir aux aluettes. Eh bien, sur ces dernières paroles, je vous remercie de m'avoir écouté parce que je pense que cette vidéo est très longue. Et en tout cas, c'est une vidéo que je voulais monter depuis longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à faire. Mais bon, j'espère qu'elle sera bien reçue. Et en tout cas, vous avez moult d'informations. Hein. Voilà, vous avez de quoi faire. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et bonne écoute. Au revoir.